C'est parti? Ouais, on est parti. Alors, nouveau numéro des numéros 1 de la VO, c'est beau. Nouveau numéro des numéros 1 de la VO. Cette fois, nous en avons 2, 4, 6, 7. On remercie Martin qui a pu glisser un DC Comics vite fait, bien fait, parce que c'est vrai que Toujours moi, je n'en loyal. avais pas. Il y avait de nouveau une grosse vague Marvel, donc j'avais 4 titres Marvel qui m'intéressaient, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et 2 titres indés, plus un petit DC Comics, donc merci Martin. Merci moi. On va commencer par Godzilla contre Thor. Alors, bonjour et bienvenue sur Radio 4. Oui, désolé pour la petite, grande parenthèse. Désolé, désolé. Alors, c'est le dernier des 6 one-shots entre donc, un personnage de Marvel et Godzilla. Et pour ce dernier round, on a droit, donc, comme ce nom l'indique, à Thor versus Godzilla. Et bah, c'était pas mal du tout. Franchement, c'était pas mal du tout. Le scénario m'a beaucoup fait penser en fait au film animé Dragon Ball Z, l'attaque du dragon, avec Hildegarde, pour ceux qui connaissent. Alors c'est Donc quand même là marrant aussi, que tu dis ça parce que je trouve que le Godzilla il a un côté Shenron dans la cover. Ah, pas faux, c'est vrai. Il a un petit air. Pas faux, pas faux. Donc bon, là, c'est surtout donc, au niveau scénario que j'y ai pensé. Pourquoi? Parce que là aussi, donc, tu as des adeptes de la magie noire qui veulent faire revenir une grosse bébête. Et avec cette approche différente et la manière par laquelle ils veulent ramener à la vie Godzilla, ben on a droit du coup à un titre quand même qui est bien plus sombre. Ça tranche vraiment avec les autres crossovers et ben, c'est pas mal du tout. Ça donne, j'ai envie de dire, une sorte de coup de fouet final à ces 6 one-shots, à ces 6 crossovers. Et clairement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bastons. Euh, donc le truc, c'est que contrairement au- comment dire, contrairement au crossover avec les X-Men, où là tu as Charles Xavier qui dit oui, on peut raisonner Godzilla, machin, on va lui parler. Là, c'est clairement l'inverse, hein. On te dit que Godzilla ne peut pas être raisonné, et donc, boum, baston. Et j'ai envie de dire que d'ailleurs, ça se termine de manière assez violente. Donc, ouais, une approche scénaristique et en termes de ton clairement différente qui fait vraiment plaisir, qui permet encore une fois de créer une coupure avec ce qui a été fait avant. Je dirais même que ça aurait été bien de mettre ce numéro peut-être au milieu, histoire de permettre à l'ensemble de respirer, puisque les autres numéros se ressemblent quand même un peu plus. Mais bon, c'est de l'ordre du détail. Et concernant la partie graphique, c'est toujours aussi cool. Les dessins et la colorisation auront clairement, pour moi, été une constante sur l'ensemble des one-shots. Il faut le dire. C'est clairement un point à souligner. Donc là, pour le coup, c'était Aaron Kuder, mais encore une fois, tous les dessinateurs et coloristes ont fait franchement du bon boulot sur cette série de titres. Donc là, vous voyez notamment, alors ça, la case en bas à gauche apparaît plus tardivement. Par contre, les deux du haut, enfin celle du haut et celle à droite, apparaissent dans les premières pages. Et par contre, je me demande, je crois que même si elles apparaissent dans les premières pages, elles ne sont peut-être pas montrées dans les previews du fait qu'elles soient un peu trop rouges, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, ça vous montre déjà vers quoi on se dirige. Non, c'était franchement cool. Et puis regardez-moi ça, quoi. Comme d'habitude, Godzilla, franchement, ils font des efforts. Clairement, c'était chouette. Ah, j'ai mis deux fois. Je l'ai mis deux fois. Fantastic Four. Alors, tu as lu lequel du coup, Martin? Je sais même pas. Ben le Fantastic Four. Ah, d'accord. Ok. Je commence ou t'y vas? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais commencer vu que je suis peut-être moins versé dans le truc Marvel. Tu pourras sans doute compléter ce que j'ai à dire dessus. Ok. Bien évidemment, bon, le film va sortir bientôt, donc on nous fait un petit relaunch, voilà, un numéro un sur la série. Euh, on a quand même un habitué, hein, Ryan North, c'est pas la première fois qu'il écrit sur les 4 Fantastiques. Il faisait partie des auteurs, je pense que c'est même l'auteur actuel, hein, où ils ont juste remis à zéro la numérotation. Mais Euh, c'est carrément ça. C'est pour ça à dire que c'est un numéro un. Là, pour le coup, c'est vraiment purement marketing, quoi. voilà. Euh,
il faisait partie, ouais, il faisait partie de la sélection enfin des artistes dans la sélection que Panini avait fait pour la sortie du film, où ils avaient sorti plein de titres et son run sur les personnages étaient dedans. Euh, mais là, alors je sais pas si dans les numéros précédents, ce numéro 1, il y avait un lien avec One World Under Doom. Alors c'est pas marqué sur la cover, mais là clairement le titre commence. Les 4 héros affrontent Doom. Très très classique pour un numéro 1, tu établis le méchant classique. Par contre, assez vite, il y a un certain twist qui fait très Final Crisis avec Batman. J'en dis pas plus. Euh, Enfin, je sais pas, peut-être que. Est-ce qu'on spoil un peu Ouais, franchement, pour une fois, alors je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Hmm, Du coup, exceptionnellement, moi je vais en parler ouais, avec spoiler. ok. En- Donc je je dirais, pense que tu peux y aller aussi, je du dirais coup. presque que c'est pas forcément un spoiler, dans le sens où c'est pas en fin de numéro, c'est vraiment le. Ah Quoi, oui, toi tu t'as. parles du statu quo, quoi, finalement. Oui, vas-y, vas-y. Oui, 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 où on a voilà, les 4 fantastiques qui affrontent Docteur Doom. Et comme Darkseid l'avait fait avec Batman dans Final Crisis, Doom leur balance une décharge d'énergie et ils se retrouvent dispersés sur Terre, mais à des époques temporelles euh, bien différentes. Il y en a un qui est dans l'ère du Cambrien, l'autre dans le Crétacé tardif. Reed est au genre au 12e siècle et Sue est dans le futur méga Très lointain. lointain. Ouais. Et en fait, ils organisent, ils ont on va dire qu'ils s'organisent pour se sauver, on va dire, via un dispositif plutôt cool avec un certain marqueur temporel. Oui. Voilà, ce qui montre bien que voilà, ils sont pas cons, ils sont organisés, etc., etc. Donc voilà, on a la chose contre des dinosaures, la torche qui essaie de survivre avec un manque d'oxygène. Voilà, parce que évidemment, en plus vu qu'il crame, c'est voilà, c'est vachement lié. Ouais, c'est-à-dire que lui, pas de chance, il arrive à une époque où la Terre est entre guillemets à peine formée, donc Mm, même l'oxygène n'est pas au taux encore mm, mm. auquel Tu le peux taux dont survivre. tu as besoin pour Mm, mm. vivre. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a Reed au Moyen Âge qui est un peu d'être incognito parce que sinon il va se faire, on va le foutre sur le bûcher. Voilà, donc c'est plein de, on les Un isole, boucher. on les isole et on fait en sorte de les, chacun a un petit peu des, alors peut-être moins la chose, mais on fait en sorte de les faire utiliser leur intelligence et pas juste leur pouvoir. Donc moi je trouve que c'est bien dessiné, c'est un- le concept est plutôt cool. Non, franchement, je trouve que c'est efficace. Alors, je sais pas si c'est vraiment abrupt, enfin, comment c'était passé les derniers numéros. Là, je trouve que ça, c'est pas mal. Comme, genre, vraiment, pour un peu réintroduire les gens au personnage en même temps que le film. Ça va. C'est pas le truc le plus standard. En plus, ils sont un peu creusés la tête sur quoi faire avec. Non, moi, je trouve que ça passe très très nickel, hein. Et il y a un peu de Doom, donc Bah, moi, ça me c'est va. ce que je comptais regarder. Je suis presque sûr, mais dans le doute, je vais regarder. Il me semble que c'est tout simplement lui qui est bah, sur les One World Under Doom, hein, de toute façon. Ryan North, Euh, Bah, il me semble. peut-être. Il me semble. Je vais regarder vite fait. Non, mais voilà, En tout je. cas, dans le dossier One World Under Doom, il me semble que j'écris beaucoup de fois Ryan Ryan North, alors North. qu'il n'y a pas tant de titres. Il n'y a pas tant de titres que ça, Fantastic Four, donc je pense que Ouais. c'est lui. Mais Oui, c'est ça, c'est lui. s'il est scénariste, oui, sur la série des DFF, c'est logique qu'il chapeaute un peu l'événement Doom. Bien sûr, bien sûr. Mm, Du coup, bah, qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, déjà, concernant le fait qu'on reprenne à un dans un sens, c'est logique, et dans un sens, c'est pas logique. Bon, pourquoi c'est pas logique? Parce qu'on est dans la quantité de ce qui a été fait avant. Le scénariste ne change pas. Donc par rapport à ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer la numérotation. À côté de ça, bon, le film arrive, on l'a compris. Le dessinateur change aussi, même si bon, j'ai presque l'impression que c'était vraiment histoire de marquer le coup. Et à côté de ça, il y a quand même donc un nouveau statu quo. Il y a vraiment un nouveau top départ pour la famille fantastique. Donc c'est quand même légitime à, pourquoi pas, à ce qu'on reprenne au numéro un. C'était pas une obligation, mais c'était en tout cas une possibilité, disons. Euh,
Donc je reviens pas sur tout ce qu'a dit Martin. Moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, bon, si ce n'est déjà le principe, ce sont vraiment les époques choisies, puisque tu sens que tous les membres du groupe sont dans la merde pour une raison ou pour une autre. Mais ce que j'ai adoré, c'est vraiment ce principe de la Forever Stone, quoi. Donc c'est ce fameux marqueur temporel donc, que chaque membre doit localiser et ils doivent noter dessus où est-ce qu'ils en sont, quoi. Donc tu as par exemple un tel qui dit bonjour, je suis coincé. Enfin, non, pas bonjour, il dit j'en sais rien, torche humaine, et puis il dit à quelle époque il pense être. Le suivant, il trouve la pierre et il dit ah tiens, j'ai vu la torche humaine, donc il est avant moi dans la ligne temporelle. Ok, bon, bah moi je rajoute que j'en suis là. Et en fait, ce qui est énorme, euh, c'est lorsque Mister Fantastic, en fait, trouve la pierre, la Forever Stone, et qu'il explique sa logique. Sa logique, c'est quoi? C'est, bon, il y a déjà Ben et Johnny qui ont écrit sur la Forever Stone, autrement dit, ils sont avant moi dans le temps. Donc, ils sont avant l'époque médiévale. Moi, donc je suis à cette époque médiévale, c'est foutu. Pour nous trois, en termes de sauvetage basé sur la science, c'est foutu. Enfin, lui déjà, ça va être compliqué à l'époque médiévale, mais les deux autres encore plus lointains sur la ligne temporelle, enfin, à l'époque des dinosaures, enfin, qu'est-ce que tu vas faire en termes de science pour te sortir de là, pour voyager dans le temps? Donc du coup, la logique de Mister Fantastic à ce moment-là, et c'est ça qui est génial, c'est bon. En gros, bah, il n'y a plus que Suzanne, quoi. Suzanne est la seule qui n'a pas noté sur la Forever Stone où elle était. Ça sous-entend qu'elle est après moi dans le temps, donc après l'époque des chevaliers. Donc il y a quand même de grandes chances qu'elle soit dans une époque à peu près correcte où elle peut du coup utiliser la science pour nous sortir de là. La logique est bonne, sauf que, et c'est là que c'est génial, c'est que sur la dernière planche, tu découvres quoi? Bah, tu découvres que Suzanne, oui, elle est bien dans le futur, mais que ça sera pas forcément plus facile. Pourquoi? Bah parce que, bah, comme l'a dit Martin, elle est vraiment, mais vraiment trop loin. Le Soleil, il est en train de mourir, il est vraiment dans sa dernière étape, dans la dernière étape de sa vie. La Terre est calcinée, donc Suzanne est obligée d'utiliser son pouvoir pour se protéger, elle l'utilise non-stop. Les océans se sont évaporés depuis je sais pas combien de temps, et bien sûr, il n'y a plus d'espèces vivantes. Donc, avec cette dernière page, on te dit clairement que bah, qu'ils sont foutus en fait. Et j'ai trouvé ça génial. Franchement, avec cette déjà tout le titre était très bien construit, mais avec cette ultime page, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon twist, vraiment dramatique. J'ai trouvé que c'était un excellent épisode. Et oui, bon, bah, Ramos, il est toujours aussi cool. Il y a été, on va dire, doucement sur les déformations faciales, parce que c'est vrai que je trouve que parfois il exagère un peu sur les traits du visage. Mais là, cette fois, non, ça va, pas de problème. Donc, personnellement, ouais, j'ai trouvé ce numéro énorme. C'est pas forcément un univers, c'est pas forcément mon univers préféré. Les Fantastic Four, on peut pas aimer tous les univers, mais là, clairement, je continuerai. Et je me demande si du coup, ça va pas être mon top départ pour essayer de reprendre aussi un peu avant, parce que je pense que ça va bientôt arriver aussi en France. Donc, tant qu'à faire, Mm, mm. ça peut être bien. Ouais, la patte de Ramos, quand même, on la reconnaît. Hein. Y a Mhm. pas à dire. Et voilà, Ben contre un T-Rex. Ah voilà, la belle planche de Doom. Mm. Où là, j'ai l'impression de nouveau, suivant où tu regardes, tu ne reconnais pas forcément Ramos, notamment sur tout le bas. Et à l'inverse, dès que tu recommences à regarder la pose des personnages ou leur visage, là, c'est déjà un peu plus évident. Elle est magique, cette page de nouveau. Très très ouais, très très belle planche. Cette double planche même. Mm. On va passer à Red Sonja Noir, écrit par David Alon et dessiné par Edu Mena. Alors, ce n'est pas le top départ d'une série, c'est un one-shot. Et c'était plutôt sympa, mais pas vraiment plus. Voilà, sympa. Vraiment rien de plus. Donc, au niveau de l'histoire, donc Ren Sonja et je sais jamais si je dois dire Red Sonja ou Red Sonja. Tu dis comment toi? Moi j'irais de Sonia. Sonia, oui, toi aussi, Oui tu. oui. Ok, ok. Eh ben, je vais te suivre parce que c'est comme ça que je le dis aussi. Donc,
Red Sonja et son partenaire se sont engagés pour une mission. Son partenaire veut s'en occuper, mais il meurt. Donc, bah, sans surprise, c'est Red Sonja qui finit par être engagé pour la mission et bah, pour enquêter sur son ancien camarade. On est donc plus dans une sorte d'enquête, mais avec des rebondissements pas très élaborés. Et je trouve que c'est un peu ça le problème. On sait que Red Sonja en a dans la tête. Il n'y a pas de problème. Mais là, ça fait un peu trop détective, je trouve. Euh, et c'est pas vraiment ce qu'on veut quand on lit du Red Sonja. Mais après, admettons, tu veux faire un Red Sonja détective, ok. Mais le problème, c'est que en plus, ce côté détective, il est sympa, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus poussé à l'extrême. Alors, je demande pas que ce soit Sherlock Holmes non plus, mais c'est un peu trop bateau, un peu trop convenu. Du coup, étant donné que c'est quand même très présent dans ce numéro, ça donne forcément un numéro sympa, mais sans plus. En fait, personnellement, ce sont surtout les dessins que j'ai adoré. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je sais, vous allez dire, ah, c'est normal, t'as vu la cover? Non, là, c'est un dessinateur différent hein, sur cette cover, il me semble. Euh, oui, c'est signé Lennox, je ne connais pas. Mais le dessin à l'intérieur n'a strictement rien à voir, mais ils sont vraiment, vraiment bons quand même. Que cela soit la représentation du médiéval, les tenues des personnages. Bon, la Red Sonja, elle a sa tenue habituelle, hein, je veux dire, ça change pas. Mais les tenues donc des autres personnages, ils sont vraiment, vraiment super. Et même Red Sonja au sens large, ou le personnage féminin principal, donc qui est ah pas Red Sonja bien sûr, donc qui est ici en haut à gauche. Pareil, je trouve elle est sublime, elle est très 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 bien dessinée avec des jolis vêtements. Il y a aussi un effort quand même qui est fait sur les vêtements, sur les couleurs des vêtements. Clairement, en termes de partie graphique, j'ai été satisfait. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était chouette. C'était clairement chouette. Par contre, t'avais pas dit qu'il y avait Nick Fury dans le titre, c'est bizarre. C'est ouais Nick Fury mais en mode les Trois Mousquetaires. Avec un petit book, version 16, Exactement. 1602. Ah bah comme moi, sauf que j'ai pas fait que ça rebique. Ah ouais, bah, c'est compliqué, c'est de l'entretien, c'est beaucoup d'entretien. Ah ouais, et j'ai pas le temps. On retourne sur de la grosse bébête. Combien de variantes cosplay? Mais il y en a une à chaque fois. Faut pas trop réfléchir. Attends, non, c'est pour Red Sonja? Vampirella? Ou les deux? Vampirella, c'est Non, sûr. c'est Vampirella. Après, il peut y Ou avoir Red Sonja, c'est le cas aussi. Après, il peut y avoir beaucoup de variantes cover où les dessinateurs se font plaisir. Ça, Ils je se pense font que plaisir, oui, mais même là, Red ils parlent Sonja, de variantes cosplay. Pour Vampirella, c'est c'est systématique. systématique, ouais, pour Vampirella. Pour Red Sonja, je sais pas. C'est une bonne question. Max, ce n'est pas quelque chose que je regarde. Voyons. Non, non, non. Je ne fais pas partie de ce genre de public. Tu ne manges pas de ce Donc pain-là. je ne peux pas répondre à ta question, j'en suis désolé. Nous sommes trop purs. On y croit? Ah, on y Oui, croit, ça va alors. bah oui, Oui. 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 Alors, Godzilla Destroys the Marvel Universe. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps du Godzilla, tiens donc. Euh, et vu que tu parles de cover, mec, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu autant de covers sur un seul numéro, quoi. Là, je pense que tu as une pile, mais comme ça, rien que pour les covers, ils abusent, mine de rien. Franchement, ils abusent. C'est c'est exagéré, quoi. Je sais qu'il en faut pour tous les goûts, mais là, c'est. Les dessins sont de Javier Garron. Euh, alors, autant pour l'univers Marvel, ça va encore. Autant niveau Godzilla, je reste un peu sur ma faim. Surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, surtout vu tout ce qu'on a eu jusque-là, quoi, en fait. On a eu quand même de superbes dessinateurs sur les 6 one-shots qui parvenaient vraiment, je trouve, à rendre hommage à la fois à la monstruosité et à la, disons, majesté du monstre de Godzilla. Bah, du coup, là, je suis un peu déçu. Les dessins, je trouve, font un peu trop détente pour moi. On ne ressent pas une seconde, si tu veux, le drame lié au fait que Godzilla est en train de tout détruire sur son passage. Et bah, clairement, ça m'embête. Je sais plus si j'ai mis des dessins, mais je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ouais, non, mais regardez-moi ça, quoi. Enfin, est-ce que tu sens toute la tension avec ça? Bah, disons que ça me Donc, rappelle plus les films Godzilla
des années 70, plus que forcément, oui, le Minus One ou le Shin Godzilla qui était beaucoup plus déprimant, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, là, c'est, je trouve que j'ai plutôt bien résumé en disant qu'on est D'accord. un peu dans la détente. C'est très bon enfant, quoi. Donc c'est un peu quand même dommage. Tu vois, Godzilla qui défonce tout sur son passage. Et puis t'as ça comme dessin. Bon, puis là, les étoiles autour de la tête de Godzilla, c'est beau. Je trouvais ça vraiment, vraiment dommage. Concernant le scénario, on retrouve Jerry Duggan. Donc pourquoi on retrouve? Parce que bah, il était déjà en charge du scénario d'un one-shot. Il était en charge du Godzilla versus Hulk. Bon, à l'époque, j'avais dit que le numéro manquait de surprise, que c'était quand même assez convenu, assez classique. Et qu'est-ce qu'il en est dans ce nouveau numéro? Eh ben, c'est exactement la même chose, je trouve. Franchement, Godzilla Destroys the Marvel Universe, pour l'instant, c'est quand même très convenu, très classique. C'est tout simplement une grosse baston. Et le twist de fin, c'est quoi? Encore plus de baston. Donc je pense que Ah bah d'accord. d'ordinaire, ça va. Ça peut être quelque chose que tu appréciais. Bon, là, les mecs, ça fait des mois que l'on se tape de la baston entre Godzilla et des personnages Marvel. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent une table ronde pour parler genre de la société non plus. C'est pas ce que je dis. Mais autre chose que de la baston en voiture en voilà, quoi, hein. Ça aurait été pas mal. Au moins un juste milieu, essayer de trouver quelque chose, quoi. Là, c'est. Ou alors, ça y est, j'ai atteint mon quota de grosses bébêtes, je sais pas, mais il n'y a rien de nouveau, quoi. Et c'est dommage. À mon tour, avec un petit peu de DC hein, pour contrebalancer tout ça. Il en faut un petit peu. Avec, alors, c'est un nom un petit peu long, on va pas se le cacher. Batman Gotham by Gaslight, A League for Justice, qui est donc la suite de Gotham by Gaslight, qui est peut-être un des Elseworlds les plus emblématiques, encore à ce jour d'ailleurs, je pense. Qui est, je pense, aussi l'un des premiers vraiment qui débutait un petit peu la marque, si je dis pas de bêtises. On avait eu, je crois qu'il y a eu deux suites. Alors j'ai oublié le nom de la première. On a eu Gotham by Gaslight, The Kryptonian Age, il n'y a pas très très longtemps. Et là, hein, on a A League for Justice, où ben, on introduit donc, en tout cas, pas forcément la Justice League formée telle quelle, mais en tout cas pas mal du roster. Et Je vais regarder parce que la fameuse suite dont tu parles, je crois que c'est ce que j'ai lu genre il y a 2 semaines en France. Urban Comics il vient juste de le sortir, mais j'ai un trou. C'est peut-être. horrible. J'ai tellement enchaîné les lectures que j'ai un petit trou. Ouais, Je vais ouais. regarder. Parce qu'il me semble que The Kryptonian Age est assez récente, genre quelques mois, mais il y en a une qui date de beaucoup plus longtemps, qui était la première suite, je crois, où je sais pas, il y a un parc d'exposition. Batman Gotham by Gaslight 1893, moi j'ai. Ah, ça doit être ça, où genre il y a à la fin ça se passe dans un parc d'exposition universelle ou je sais pas quoi, pas un truc comme Un ça. peu fête foraine où tu vois un ballon? Ouais, voilà, c'est Oui, ça. c'est Oui, ça. ben voilà, je C'est pense que Mac exactement il ça. voit de quoi on parle. Donc on est sur la Que j'avais bien aimé, hein, je suis d'accord avec toi. ou ça allait, c'est pas au niveau du premier, mais c'était sympa quand même. C'est ça. Oui, c'est ça, Mac. Donc là, on est sur la troisième suite, donc, qui introduit. Alors, on a du Wonder Woman, on a du Green Lantern. Ça n'a pas été explicité, je crois, mais il me semble que Green Lantern, c'est Oliver Queen. Il a le book et tout, donc Ah bah, il a la tête en tout cas. Ouais, ouais. voilà, donc c'est pas possible. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop de Batman. Pardon, je meurs. On n'a pas beaucoup de Batman. Il reste un peu, ben, comme Batman, un peu une sorte pas de légende urbaine, mais il y a un côté un peu mythique. Alors qu'on est avec une Amazon, un gars qui a un anneau. Alors il y a un truc un peu particulier avec l'anneau vert où c'est pas forcément, on sait pas trop si c'est lié au corps ou si c'est plus comme du Alan Scott. C'est pas, pour moi c'est pas encore tout à fait clair. Je pense qu'on est sur un anneau du corps des lanternes classiques, mais je sais pas. Il y a une connexion avec un peu un mec avec un mec chinois. J'ai plus son nom en tête et j'ai pas envie de tenter un truc parce que ça va faire raciste. Donc voilà, Ouais. voilà, on parle d'un mec chinois qui a été buté par le Martian Manhunter. J'ai pas envie de tenter un truc parce que. Ah bah voilà. Ouais, il faut être prudent, il faut être prudent. Je Euh, m'y attendais tellement pas. Non, Max, justement, je vais pas tenter ce genre de choses.
Ça me fait penser, tu sais, au joueur du grenier quand l'autre il cherche la vidéo coupée de Fort Boyard. Oula, Ça te parle pas? ça me dit rien là comme ça, mais En fait, c'est un FMV Fort Boyard et le joueur du grenier il dit moi ce qui m'étonne c'est que bah il y a un Chinois dans le fond et normalement il parle à tous les personnages et là bizarrement bah le mec il parle pas au Chinois. Du coup ça m'a interpellé et j'ai regardé bah en fait c'est une scène qui a été coupée donc j'ai voulu la retrouver et bah j'ai pas été déçu et c'est oh là il va falloir que j'aille c'est c'est regarder ça du coup. c'est que des trucs du genre comme le dirait le sage Ching Chang Chung Oui, ouais, enfin, ok. raciste au taquet c'était Je un vais aller grain de riz suffit à nourrir le pays. Enfin, Ah oh ouais, là oui, ça là me dit quelque chose. Il va falloir que ça y je. va au taquet, mais laisse tomber. Voilà, donc j'esquive tout ça. Donc voilà, il y a un délire avec voilà une histoire un peu plus ancienne pour l'anneau qui est liée à un mec chinois, qui fait un petit peu Alan Scott dans certaines versions. Enfin, en tout cas, l'anneau d'Alan Scott. Donc j'ai pas envie de voilà. On a un petit peu de Superman. On est à Smallville, donc il y a un côté un peu, ben voilà, on est fin du 19e et ben en fait. Dans le, dans le milieu l'ouest américain, bah, la fin du 19e, on est encore un peu au Far West. Donc en fait, on a, vu qu'on n'est pas qu'à Gotham, on a vraiment le côté. On change un peu d'atmosphère, d'ambiance. Donc en vrai, c'est plutôt cool. C'est toujours sympa de voir des variations Elseworlds de la Justice League. On a quand même un gros focus sur le Martian Manhunter qui a quand même une sale tête. Et on découvre un Il est petit bien peu. discret là, hein. Alors je sais pas, je n'arrive pas à voir où il est là dans la. Mais ouais, parce qu'on le voit à peine, mais il est derrière Batman. Enfin, entre Batman et Cyborg. Ah oui, voilà, c'est vrai qu'il a une capuche en effet. Bien Mais bien discret, hein. voilà, donc on n'a pas encore vu tout le monde sur la cover, mais bon, en vrai je suis en fait curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec. Je connais ni le scénariste ni le dessinateur, les dessins font très bien le taf, donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, enfin je sais pas trop à quoi m'attendre par la suite parce que je connais pas les deux monsieur. Mais franchement c'est plutôt sympa. C'est peut-être pas le genre de bouquin qui va être édité par Urban, enfin ça me paraît un peu niche, genre la troisième suite de Gotham by Gaslight, mais bon, en tout cas en VO on aura la Ouais, c'est suite. comme d'hab, je pense que ça va dépendre du succès du deuxième, quoi. Voilà. Après, le deuxième, c'est un Batman dans le nom, c'est encore différent. Ah, bah là aussi, ouais, il y a peut-être moyen là, hein, faut voir. C'est Batman, donc forcément dès qu'il y a Batman, Urban ils sont en mode allez, 400 000 exemplaires. Donc Ouais, il y a moyen, c'est faut pas voir. impossible. Voilà. Je sais même pas si Gotham by Gaslight il doit être édité par Urban, je pense. Ou en tout cas il a dû l'être à un moment. Euh... Oui, oui, ça date plus d'hier, mais oui, je pense. Oui, je pense que voilà. Mais voilà, ça c'est voilà, sympathique. Voilà, c'est assez attractif. Je suis un peu curieux de savoir comment ils vont tourner le truc. J'aime beaucoup la tenue de Superman. Alors, la tenue de Wonder Woman fait un peu version Frank Miller de Wonder Woman. Hmm. Mais voilà, j'aime bien le costume de Superman. Il y a un peu un côté un peu rétro comme il l'avait au tout début. Mais je sais pas, il y a un truc. Ça me rappelle quelqu'un, mais je serais pas. Bucky, on dirait Bucky quand il était à la Seconde Guerre mondiale. Bon, en plus grand évidemment, mais le costume bleu et avec des teintes de rouge, on dirait Oui, Bucky. clairement. Voilà, sympathique. Voilà, j'ai bien aimé. Et puis Cyborg, le côté technologique qui casse avec la salopette, c'est Ouais, c'est plutôt cool. sympa Je aussi. sais pas qui est le gars. Est-ce que c'est Flash, le gars avec les éclairs? Je sais Oui, pas. ça doit être Flash. Ah, une sacrée tête, hein. Bah, de toute façon, parmi les principaux, j'ai envie de dire, il manque que lui, hein. Oui, Donc oui, ça bah doit ouais. être lui. Alors, Return to Skull Island, je vais en parler très vite. Donc, il s'agit de la suite de la série animée Netflix. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connais pas. Euh, bon, si vous êtes dans mon cas, du coup, rassurez-vous, c'était pas non plus incompréhensible. On comprend qu'il y a quelque chose avant, hein, mais on sent clairement une volonté d'accompagner le nouveau lecteur, donc pas de problème. Que dire du titre? C'était sympa. Il a un bon petit rythme et il se lit très vite. J'ai plutôt passé un bon petit moment. Je continuerai pas, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à lire et pas non plus à se rouler par terre. Heu, C'était sympa, voilà, sans plus. Côté dessin, bon, on fait clairement dans du dessin moderne. Bon, si vous avez, vu plusieurs des vidéos sur lesquelles j'interviens où je parle des dessins, vous savez que normalement c'est pas forcément, ma came. Ici, je suppose que c'est une volonté, bah, de coller forcément au dessin animé. Heu, pour une fois, ça m'a pas dérangé tant que ça.
Et le design des monstres est quand même carrément cool, donc ça c'est vrai que ça a aidé. Il me semble que j'ai mis pas plusieurs non, pas cette fois. Donc voilà, rien de assez anecdotique comme titre. J'ai pris plaisir à le lire et je suis passé à autre chose. Vraiment, rien de plus. Par contre, il faut savoir que le personnage de King Kong en lui-même, j'apprécie, notamment grâce au film de 33. Donc là, par exemple, si Matt me dit que la série est sympa, il y a peut-être moins que j'essaie, oui. Le comics, visiblement non, mais la série, je peux au moins essayer, oui. Alors par contre là, mes amis, on va taper dans du lourd, moi je vous le dis. Alors, avant de parler du numéro, on va reparler un peu du principe, général. Donc, Brigand de Bad Guys est un event qui a été, donc annoncé en février 2025, et qui sera donc composé de 7 one shot. La spécificité, c'est que, chaque one shot met, un récit disons, stand-alone autour d'un méchant, heu, d'où le titre de l'event, je pense que vous l'avez compris. Mais tout en faisant avancer donc le fil rouge qui est le fait que Mephisto cherche des âmes pour alimenter un ancien artefact, lui permettant de dominer, bah, toutes les âmes humaines, toutes les autres, âmes quoi. Donc, les dernières semaines, on avait déjà parlé du coup de Brigand de Bad Guys Doom et de Brigand de Bad Guys, Bouffon Vert ou Green Goblin. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser au troisième numéro qui est Brigand de Bad Guys à Bonimation. Donc, comme d'habitude, il y a deux choses qui ne changent pas, à savoir Mark Guggenheim qui est co-scénariste et qui est donc celui qui va chapeauter le tout. On le retrouve sur tous les numéros. Et Liber Mero qui est également ici en charge de la cover et qui a réalisé également toutes les autres covers de ces one-shots. Et à ces deux personnes donc vont s'ajouter Philip Kennedy Johnson pour le scénario et Sergio Davila. Je ne sais pas de quelle nationalité il est, donc on va dire Sergio Davila dans le doute. Au dessin. Concernant le numéro, franchement, c'était génial, mais vraiment, hein, tant niveau scénario que niveau dessin. Alors oui, je sais, que je l'ai déjà dit au numéro d'avant et qu'à peu de choses près, c'était, ce que j'avais aussi, dit avant au premier. Un peu moins, mais j'avais déjà dit que c'était quand même pas mal du tout. Mais en même temps, bah, voilà, pour le moment, franchement, c'est vraiment bon. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça et si c'est le cas, bah, que ça va sortir en France, quoi. Franchement, c'est clairement mon numéro de ces dernières semaines, hein. On en est là. De nouveau, le lien avec le fil rouge est assez léger, pour être honnête, mais bah, on s'en fiche. Un stand-alone de cette qualité, même si, le but premier de construire quelque chose de plus grand n'est pas forcément, atteint, bah, on dit pas non, quoi. Un stand-alone de cette qualité, bah, non, on dit pas non. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce titre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce principe? Est-ce que, c'est une série de one shot qui pourrait vous plaire? Moi, oui. Enfin, après, j'avoue, rien que la cover, ça me donne envie, mais ça, c'est. Ah ça, c'est la magie de l'Hiver Héros. Mais même Ouais. si c'est pas lui qui dessine à l'intérieur, franchement, c'est très, très bon. Ouais, Très, en très, très, plus, très, très il bon. y a du beau monde hein, quand même sur le. Quand même, Guggenheim et Kennedy Johnson, c'est pas dégueu quand même. Donc, Ouais. ouais, ouais. Après, Franchement, j'ai peut-être pas tous les méchants, mais c'est un peu comme le One Bad Day. En fait, je pense que tu peux avoir du très bon comme du très mauvais. Il suffit juste de voir un peu ce que les oui, gens en disent. Et je pense que tu peux avoir de très bonnes surprises dans le lot, oui, quoi. oui. Mm, mm. Tout à fait.